Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau preview en vue de la Coupe du Monde 2022 qui démarre très bientôt pour le groupe F. Et aujourd'hui, je suis avec la seule personne sur cette planète qui arrive à différencier l'Indian Pale Ale de la bière de garde et de la Lager. Nous sommes donc avec Val. Comment ça va, Val ? Salut Thomas, merci beaucoup pour cette intro. Et je suis un peu déçu parce que je sais que tu as déjà fait l'animation l'autre jour et j'étais un peu déçu que Zach te demande pas c'était ta combienième Coupe du Monde parce qu'on sait que tu en as vu des vertes et des pas mûres, donc je me demandais c'était la combienième pour toi. Évidemment, c'est un chiffre multiplié par ton propre âge, du coup je ne peux pas le dire. Et je la regarderai avec mon œil de verre. Dis-moi Val, pour ce groupe F, du coup, on retrouve plusieurs équipes que je trouve très très intéressantes. Et la première à laquelle on va s'intéresser, c'est la Belgique. La Belgique qui est une formation en ce moment, je trouve, un peu inconnue. On avait beaucoup de certitudes ces dernières années. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que leur cote baisse un peu. Quel est ton sentiment là-dessus, Val ? Bah, mon sentiment, c'est que je pense qu'on va encore avoir une panoplie de blagues sur le Somme belge pendant toute cette compétition. Et c'est normal. Parce que je pense que cette équipe est dans un espèce d'entre-deux entre l'ancien cycle avec l'ancienne génération et la nouvelle génération de jeunes qui arrivent. Et bon, pour moi, la Belgique peut être une des déceptions de cette Coupe du Monde. Après, c'est un peu une équipe à qui tout double. Ça peut partir aussi dans une épopée un peu héroïque. Mais du coup, on a été voir Swan Borsellino, que vous connaissez peut-être, qui était chez SoFoot avant, qui bosse à la RTBF maintenant, et qui nous a raconté un peu où en était cette équipe belge. Bah, c'est parti. Hello Swan, merci à toi d'être avec nous pour cette preview sur la Belgique. Nous, on avait laissé évidemment nos amis belges en demi-finale de Coupe du Monde en 2018, on s'en rappelle très bien, et aussi plus récemment en demi-finale de Ligue des Nations avec un match assez rocambolesque. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment la Belgique a géré cette entre-deux Coupes du Monde et où est-ce qu'elle en est aujourd'hui ? Je dirais que ce n'est plus la même dynamique. Déjà, bonjour Valentin, un peu de politesse, ça fait pas de mal. La dynamique n'est pas la même dans le sens où je pense qu'il y a eu quelque chose d'assez crescendo dans la montée en puissance de la Belgique. Je dirais au moins entre la Coupe du Monde 2014 au Brésil jusqu'à la Coupe du Monde 2018, qui pour moi restera pour certains l'immense déception, mais pour moi aussi le zénith un peu footballistique de cette génération-là. Parce que même si, et on y reviendra, des joueurs comme De Bruyne notamment ont eu ce que les jeunes aiment bien appeler leur prime, probablement après cette Coupe du Monde 2018, je pense que c'était le point de rencontre attendu et parfait entre plusieurs générations, deux générations en l'occurrence. Je dirais celle des compagnies, Vertonghen, Alderweireld, Mertens, même si Mertens est encore dans la liste. Et celle qu'on appelle la génération dorée, hein, Hazard, De Bruyne, Lukaku, Carrasco, etc. Et en ça, je pense que la dynamique est forcément différente de 2018 parce que je pense que c'est pas faire offense au Diable Rouge que de dire qu'ils ne seront jamais plus forts que cette année-là, en tout cas avec cette génération-là et avec cet effectif-là. Voilà. Donc je dirais qu'il y a deux choses. Il y a un petit peu plus de jeunes, un petit peu plus d'incertitude aussi, notamment concernant la défense, mais pas que. C'est-à-dire que la défense est un chantier notable et reconnu en Belgique depuis que finalement tout le monde sait que les cadres derrière sont vieillissants. Et puis tu as aussi un autre chantier qui est celui justement des légendes actuelles de l'équipe, notamment Hazard en tête, dont on connaît tous la situation au Real Madrid, et même un mec comme Romelu Lukaku qui marchait sur l'eau du côté de l'Inter. Là, il y a des soucis sur sa santé, des interrogations, etc. Donc moi, je vais te dire un truc, j'ai quand même deux impressions. J'ai à la fois peur parce qu'on s'est quand même habitué à une équipe de Belgique qui compte de manière très importante à l'échelle internationale, qui est numéro 1 mondial à la FIFA. On a connu cette équipe-là. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un pays d'un peu plus de 11 millions d'habitants qui a eu une équipe d'un niveau extraordinaire et dont il ne faut pas oublier que quand tu as 11 millions d'habitants dans ton pays, tu ne peux pas tout le temps avoir un réservoir parfait de joueurs à tous les postes. Et je crois que là-dessus, c'est ce qu'il faut noter pour cette Coupe du Monde-là. Et je finirai, même si je suis un peu long, sur le fait que c'est aussi, je trouve, tu parlais de favoris, pour moi, la première année où la Belgique est aussi quand même un peu débarrassée d'un statut, voilà, soit de numéro mondial, soit de gros favoris.
C'était un petit peu le cas à l'Euro déjà, je trouve. Et là, cette année, c'est la première fois où pour moi, ils peuvent avancer en se disant non, mais nous, on n'a pas trop d'ambition. Si on fait un quart de finale, c'est bien. Et je pense que peut-être qu'ils vont être plus dangereux dans cette situation-là que dans la situation du chassé. Si je comprends bien ce que tu dis, en gros, on ne peut pas dire que la Belgique est aujourd'hui en fin de cycle, mais plutôt qu'elle a déjà commencé un nouveau cycle avec tous ces jeunes, c'est ça? Oui, bah, c'est-à-dire que bah, après, c'est toujours difficile en sélection plus qu'en club de faire concorder les cycles finalement et d'arriver à faire exister une génération qui est bah, celle des Hazard, De Bruyne et compagnie, sans mauvais jeu de mots avec le compagnie. Et la nouvelle génération, en fait, c'est ça, quand tu es sélectionneur d'une équipe, tu es obligé de faire cohabiter plusieurs générations, plus encore qu'en club, plusieurs types de cadres aussi. Et en ça, là, tu vas forcément avoir bah, par-ci par-là de l'injection de nouveautés. Et s'il n'y a pas injection de nouveautés, il n'y a pas de risque, certes, mais il y a des certitudes vieillissantes. Moi, qui a la chance de commenter notamment le championnat belge, je peux te dire que des joueurs pour qui j'ai un respect profond, comme Jan Vertonghen ou Toby Alderweireld, qui jouent respectivement à Anderlecht et à l'Antwerp, sont des joueurs aujourd'hui qui, même dans une défense à 3, seront en difficulté à la Coupe du Monde dès qu'il y aura une grande équipe en face. Et ça peut même commencer contre le Canada, qui, avec Jonathan David, avec Tajon Buchanan, ont des capacités de vitesse devant, tu vois. Donc en ça, c'est toujours un petit peu un Roberto Martinez qui a le cul entre deux chaises pour moi en toute politesse parce que il est logique en sélection de toujours vouloir prioriser quand même certains cadres. Je pense à la convocation de Mertens, par exemple, qui est en Turquie aujourd'hui. Mais il y a des faiblesses aussi à ça. La Belgique a des faiblesses inhérentes à ça. Et derrière ça, tu as des joueurs comme Théâtre du côté de Rennes qui, dans une défense à 4 à Rennes, est plutôt bon. Tu as Timothy Castagne à Leicester qui est capable de jouer dans une défense à 3 derrière, même s'il n'aime pas trop ça. Tu as un nouveau qui est très peu connu, je pense, en France, qui est Zeno de Bast, qui est un jeune défenseur d'Anderlecht, qui a été pris aussi parce qu'il est à l'aise dans une défense à 3 et que c'est un très bon relanceur. La Belgique, la difficulté, c'est est-ce qu'on aligne les noms qui nous ont finalement permis d'en être là où on est ces dernières années, ou est-ce que on fait au mieux sportivement? Voilà. Et au milieu de tout ça, bah, il y a toujours le chef d'orchestre Roberto Martinez, qui est toujours évidemment épaulé par Thierry Henry en tant qu'entraîneur des gardiens. Quelle est la vision générale qu'a le peuple belge vis-à-vis de Roberto Martinez aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression que pour lui aussi, c'est une fin de cycle. Il a bénéficié d'abord d'un soutien et de la sympathie parce que pour plusieurs raisons, c'est un entraîneur qui, par exemple, s'est impliqué dans le football belge à beaucoup d'échelons et pas uniquement avec les A, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui a été noté. Moi, aujourd'hui, j'ai quand même tendance à sentir dans le pouls de la population et de certains spécialistes aussi et de collègues, tout simplement, euh, qu'il n'a plus le vent en poupe pour plusieurs raisons. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais la Belgique est, à ma connaissance, le seul pays, par exemple, à avoir proposé la semaine dernière, avant la publication de la liste, il y a 2 jours, une liste de 55 joueurs, par exemple. Voilà, une espèce de pré-liste au sein de laquelle il y avait, selon moi, des incohérences assez étonnantes. C'est-à-dire que si tu fais une liste de 55, c'est notamment pour ouvrir aussi la porte et montrer à certains joueurs, notamment des jeunes qui performent en championnat, même en championnat local, qui les surveillent. Et Martinez a toujours dit qu'il surveillait plus de 100 joueurs. Et il y avait des joueurs, comme par exemple, je pense à Mike Trésor de Genk, qui est un très bon joueur qui ne figurait pas dedans. Nicolas Raskin, milieu de terrain du Standard, qui est un bon espoir aussi, qui ne figurait pas dedans. Déjà, je trouvais la méthode de faire cette liste-là un peu étrange. Et en Belgique, si tu veux, je pense que vous savez tous qu'il y a un antagonisme assez profond, notamment entre deux équipes que sont Anderlecht et le Standard de Liège. On reproche à Roberto Martinez de se focus un petit peu trop sur les jeunes d'Anderlecht notamment. Mais au-delà de ça, je pense que ouais, il est moins à l'aise. Je pense qu'il se un peu à la Deschamps, il se base beaucoup sur ses cadres. Je ne vais pas revenir dessus, mais qui pour moi certains sont vieillissants et garantissent plus forcément la sécurité au plus haut niveau. Donc voilà, il n'est pas forcément, c'est plus aussi joli à la réalité de Martinez qu'il y a quelques années. Après, voilà, moi je rejoins ça, je suis d'accord, mais je crois qu'il y a quelque chose aussi, il y a une frustration belge que je comprends, mais que d'un autre côté, en tant qu'observateur neutre, j'ai du mal à accepter, c'est que pour tous les Belges, en tout cas pour les Belges amoureux du foot, c'est un échec que Roberto Martinez n'a rien gagné avec cette sélection, notamment la Coupe du Monde 2018. Et pour moi, si tu veux, la Coupe du Monde, peut-être encore plus que la Ligue des Champions, euh, c'est pas uniquement une équipe à un moment, et tu peux pas dire que c'est un échec de ne pas avoir gagné une Coupe du Monde pour moi. C'est-à-dire il y a trop de données qui font que tu peux pas dire qu'un entraîneur est en échec
ou a raté parce qu'il n'a pas gagné soit un Euro, soit une coupe du monde, pour moi. Et par exemple, je reste persuadé que l'équipe de Belgique était la meilleure équipe de la coupe du monde 2018. Mais on peut pas tout mettre sur le dos de Martinez, mais c'est vrai que là, je comprends pourquoi il y a plus de doutes à son égard aujourd'hui. En termes de sélection, du coup, tu en as déjà parlé. Évidemment, il y a aussi cette part de favoritisme vers les joueurs d'Anderlecht. Mais est-ce qu'on peut détailler un petit peu plus cette liste et parler un petit peu des postes sur lesquels il y a des certitudes et aussi sur lesquels il y a des faiblesses? Pour moi, sont incarnés par deux joueurs plus que par un poste, même si l'un de ces joueurs incarne parfaitement un poste, c'est évidemment Thibaut Courtois. Je crois qu'aujourd'hui, la Belgique, si elle s'est déforcée à certains endroits du terrain, je pense que Courtois est probablement encore plus fort qu'en 2018. Donc en ça, c'est quand même quelque chose de très important pour eux. Et sans rentrer dans le poncif, on ne gagne pas une Coupe du Monde sans un grand gardien. Je pense que là où il peut y avoir des doutes, Courtois en efface certains. Et tu te dis, et même si tu as des petites faiblesses en défense, quand tu as ce gars-là derrière, bah, c'est quand même un peu plus rassurant. L'autre certitude, c'est évidemment Kevin De Bruyne. Euh, et ça aussi, à mon avis, ça suscite aussi beaucoup de crainte chez les adversaires, ce qui est un truc qui est quand même très important, d'autant plus quand le joueur pour moi, ou les deux joueurs qui en apporté le plus, à savoir Lukaku et Hazard, qui sont deux problèmes individuels à régler pour une défense, sont absents. Enfin, sont absents, sont pas absents. D'ailleurs, c'est un mauvais lapsus, mais en tout cas, sont pas là depuis quasiment le début de la saison. Lukaku, il y a un gros point d'interrogation sur sa santé. Martinez a dit qu'il le prendrait uniquement si il était potentiellement fit pour le dernier match de poule. Hazard, toute la situation crispe la Belgique depuis des mois et on n'est pas à l'abri qu'ils disent qu'à la fin de la compétition, retraite internationale. Tu vois, c'est un espèce de micro bruit de couloir en Belgique. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, ces deux joueurs-là ne sont pas à leur meilleur niveau. Donc, tu me parlais des secteurs, secteur par secteur. Le vrai chantier, c'est le secteur défensif. Martinez a jamais démordu de son système à 3 ou à 5 derrière, pour une raison pour moi qui coule de source, c'est que la Belgique n'a pas de vrais latéraux pour jouer à 4. Mais le problème, c'est que dans cette défense à 3, je me répète du coup par rapport à l'entrée du podcast, mais elle est plutôt vieillissante, avec un Jan Vertonghen qui devrait potentiellement soit jouer dans l'axe, soit jouer axe gauche, qui a pas forcément qui a plus ses jambes de 20 ans, et c'est moins de le dire. Toby Alderweireld, c'est pareil. Comme valeur sûre, je dirais, Arthur Théat, mais qui n'a pas beaucoup quand même d'expérience avec l'équipe nationale. Tu as un joueur comme Wout Fass qui est pas mauvais du tout avec Leicester, mais en tout cas, on parle quand même d'une Coupe du Monde 2018 avant où tu avais Prime Vertonghen, Vincent Kompany qui est Ouais, c'est sûr. extraordinaire et Alderweireld qui était vraiment dans la bonne force de loge et dans un bon club à l'époque. Et du coup, hormis ces cadres un petit peu vieillissants, je peux peut-être rajouter un peu Witsel aussi dans ce cadre-là. Tu as quand même pas mal de jeunes qui poussent quand tu regardes l'équipe. Bon, l'année dernière, tu nous avais pas mal parlé d'Yuri Tillmans, qui est un joueur absolument formidable aussi. Mais derrière, il y a quand même toute une nouvelle génération, les De Ketteler, les Doku, Trossard, etc. Openda qui arrive aussi. Ouais, Il y a quand même du monde pour jouer au football là-dedans. Je crois que la Belgique aujourd'hui, et notamment en partie grâce au travail de Roberto Martinez, mais pas seulement, ne retombera pas aussi bas qu'elle a pu être à un creux de la vague à un moment, tu vois. Parce que, comme tu le dis, il y a des jeunes aujourd'hui, je peux te les citer, je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai parlé de Nicolas Raskin, je t'ai parlé de Mike Trésor, je peux te parler d'Amadou Onana, que je trouve vraiment très très bon également. Par contre, là, les jeunes dont tu me parles, c'est pas forcément des gars qui vont être nécessairement intégrés à l'équipe, au 11, ou c'est pas forcément des gars qui sont en pleine forme, en pleine possession de leurs moyens. Je pense à un mec qui a eu un rôle à jouer pendant le dernier Euro, mais qui, depuis cet Euro-là, finalement, n'a jamais pu confirmer, faute de santé, c'est Jérémy Doku. Doku, il est forcément convocable et convoqué avec cette équipe-là parce qu'il a un profil d'ouvre-boîte que la Belgique n'a pas du tout. Mais malheureusement, il est très rarement fit et il peut très rarement jouer 4 matchs de suite, 70 minutes, tu vois. Voilà. De Ketelaar, c'est très fort. Moi, c'est un joueur que j'aime énormément, mais il faut qu'il digère son transfert en Milan. Il devrait jouer, si Lukaku ne peut pas commencer le mondial, il devrait jouer en. Mais c'est un espèce de 9,5, c'est pas un vrai 9 comme Lukaku, tu vois. Openda, j'adore ce joueur, mais voilà, c'est jeune. Là, il était aux Pays-Bas l'an dernier.
Cette année, il fait plus ou moins bien avec Lens. Il a mis un petit triplé. Je le trouve très C'est intéressant. pas mal quand C'est même. court Ouais. sur le jeu. Pour moi, c'est un joueur très intelligent. Mais je trouve que voilà, ce sont des jeunes. Il faut leur laisser le temps. Et en ça, le futur est loin d'être gris. Mais pour cette Coupe du Monde-là, je comprends parfois aussi l'inquiétude de mes amis belges. Bon, si tu avais un joueur à suivre vraiment pendant cette compétition, c'est la question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que tu peux nous donner un nom? Le premier pour moi, c'est parce qu'on a parlé beaucoup de hasard et de sa pseudo, pas absence, mais de ses absences répétées avec le Real Madrid. Il y a un joueur qui pour moi est extraordinaire en Belgique en ce moment, c'est Leandro Trossard qui joue à Brighton. Euh, je crois que si, et sans manquer de respect à Eden qui a écrit l'histoire récente du football belge et qui, moi, d'un point de vue très personnel, sur ces années lilloises, m'a donné envie de regarder des matchs que j'aurais absolument pas regardé en son absence. Je crois que Trossard, aujourd'hui, si on était dans la méritocratie pure et pas dans la logique de groupe, mériterait une place de titulaire chez les Diables Rouges. C'est un gars qui ne fait que progresser depuis des années. C'est un gars qui, notamment cette année, et c'est pas la première année, performe dans tous les gros matchs de Première Ligue. Et c'est un joueur qui est très intéressant. Collectivement, il est intéressant, il marque des buts. Voilà, c'est pour moi, c'est pas une surprise, mais malheureusement, je crois que la surprise, ce serait de le voir titularisé. Et t'en avais un deuxième? Et après, ouais, moi j'ai j'ai deux petits crushs. J'aime beaucoup Arthur Théâtre parce qu'humainement, déjà, je ne cache à personne que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il avait quasiment plus de club il y a 2 ans et demi. Il a repercé à Ostende dans une défense à 3 alors qu'il n'y était pas forcément à l'aise. Il va à Bologne, dans la foulée, il vient à Rennes et il se retrouve à la Coupe du Monde. C'est quand même une très chouette histoire et je trouve que c'est cool, quoi. Eh ben merci Val, c'était effectivement très intéressant. Je me permets juste quand même de placer qu'il y a mon petit Openda Lensois qui sera évidemment à cette Coupe du Monde. Ça me fait très plaisir. J'avoue que c'était assez attendu, donc je vais pas faire comme si j'avais été surpris, mais je suis content de voir que Swan le considère comme un jeune talentueux là-dessus. Bah, surtout qu'avec la blessure de Lukaku, il a quand même pas mal de chances d'avoir un peu de temps de jeu et c'est vrai que c'est un joueur hyper intelligent, donc ça va être cool de pouvoir le voir à l'heure à la Coupe du Monde. Exactement. Et du coup, je te propose que nous restions dans le nord de la France et également dans mon équipe MPG, puisqu'on s'intéresse maintenant au Canada, l'équipe de Jonathan David, vous l'avez compris, attaquant lillois. Lui, cette équipe du Canada, on connaît très peu de choses. Alors moi, j'avoue qu'elle m'excite un peu. Ça fait partie des équipes que j'ai envie de regarder. Déjà parce que nous, on n'a pas l'habitude de parler foot canadien et que c'est une inconnue. Tu connais mon âge avancé, j'ai vu jouer à peu près toutes les sélections de cette planète et c'est vrai que le Canada, elle a jamais été très mise en avant. Donc du coup, je te cache pas que moi, je suis assez excité et j'ai coché quasi tous les matchs du Canada là pour ce premier tour. Qu'est-ce que t'en penses toi, de ton côté? Ouais, bah, pareil, je pense que c'est une équipe que Thomas Badi regarde à peu près 7 fois par jour, donc ça veut dire que c'est quand même une bonne équipe d'hipsters et bizarrement, c'est une équipe dans laquelle on connaît pas énormément de joueurs. En tout cas, le grand public ne connaît pas énormément de joueurs. Il y a évidemment Jonathan David, Alphonso Davies, mais en dehors de ces 2-là, il n'y a pas de star internationale et pourtant, il y a des résultats qui sont très intéressants. Ils ont fini premier de leur poule de qualification et ça donne très envie de les voir en effet et ça va encore plus vous donner envie de les voir quand vous aurez écouté ce qu'a nous raconter Rod Williams sur cette magnifique équipe des Canada. Exactement, que il me semble Bilal est allé rencontrer. Yes. Du coup, je te propose qu'on les écoute. Nous avons l'occasion aujourd'hui de rencontrer Rod Wilhelm, un spécialiste du foot sud-américain, mais surtout un coach au Canada. Il y a quelques minutes, on avait aussi son enfant Gabriel qui était avec nous, qui nous a fait le plaisir de passer. Gabriel a 4 mois, donc voilà, il est parti dormir là, donc on est un peu tranquille. Comment tu vas, Rod, aujourd'hui ? Bah écoute, ça va. Comme Alain dit, commence à faire froid ici à Toronto. On est passé à 2-3 degrés Celsius. Donc on se prépare petit à petit à la chaleur de la Coupe du Monde, heureusement, qui va un peu nous réchauffer. Mais c'est vrai que ça va être une ambiance bizarre. Ouais, tu m'étonnes. On va donc parler d'une des attractions de cette Coupe du Monde, le Canada. C'est leur deuxième participation à une Coupe du Monde. La dernière était il y a 36 ans. Dans quelle dynamique le Canada entre-t-il dans cette compétition ? Écoute, je pense que ça va être c'est déjà, ça a ramené une belle dynamique dans le pays au niveau du soccer local, comme ils l'appellent ici. Après, pour voir ça dans la rue, ça a quand même un peu changé depuis quelques temps. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui avaient que des maillots de hockey pour supporter l'équipe et autres.
Et maintenant, tu vois de plus en plus de gens qui ont des t-shirts ou des maillots officiels de l'équipe du Canada de soccer, tu vois. Donc, au niveau déjà des gens qui vont supporter cette équipe, tu vois quand même une autre dynamique. Il y a le groupe officiel des supporters qui s'appelle Les Voyageurs, qui a organisé tout autour du Canada, tous les pubs. Ils ont dit, alors là, dans ce pub-là, vous pourrez voir le match du Canada, le premier match et autres. Donc, il y a quand même une belle dynamique qui se met en place. Après, ça va être durant l'hiver. On sait que l'hiver ici au Canada, encore plus dans certaines régions, est compliqué. Pour les réunions de supporters, ça va être dans les pubs à l'intérieur, mais c'est vrai que ça aurait été autre chose durant l'été. Donc, on va voir la dynamique. Mais en tout cas, je pense que ça va quand même petit à petit se mettre en place. Et de toute façon, tu l'as dit, ça fait 36 ans qu'il n'y a pas eu d'équipe masculine en Coupe du Monde. Donc, je pense que et ça se voit, la dynamique est bien là, quoi. Ouais, ok. Mais plutôt au niveau des résultats sportifs, par exemple sur la dernière année, qu'est-ce que ça donne un petit peu côté Canada? Groupe de qualification pour la Coupe du Monde, finissent premier, meilleure attaque, meilleure défense, ils finissent devant le Mexique et les États-Unis qui sont quand même il y a depuis des années les deux gros pays qui chaque fois se qualifiaient pour la Coupe du Monde. T'as toujours entre eux des fois un peu le Honduras et surtout le Costa Rica qui arrive à faire quelque chose. Mais c'était surtout ces deux pays qui étaient toujours les deux premiers et le reste c'était un peu ils prenaient les miettes. Et là ils finissent premiers. Il y a des matchs qu'ils ont joué en plus sans leur star Alphonso Davies qui était blessé et c'était marrant parce que même quand il était blessé, tu vois on va dire la cohésion du groupe. Il était tout le temps sur Twitch, il faisait des lives avec son père depuis Munich ou autre, et c'était assez marrant quand même de le voir supporter les rouges à distance. Donc tu vois aussi la cohésion qu'il y a dans ce groupe entre toute l'équipe, quoi. Ok. Et autour de ce groupe, il y a forcément un coach, c'est John Herman. Ça a l'air d'être un personnage un peu particulier. Qu'est-ce que tu peux m'en dire et quel est le style de jeu justement de cette équipe du Canada? Écoute, c'est vraiment un coach. C'est super qu'il arrive à se qualifier pour cette Coupe du Monde parce qu'on n'en parle pas du tout, en tout cas pas dans en dehors du Canada. Et c'est un entraîneur qui, dès sa nomination en 2019, lors de la conférence de presse, il dit tout de suite, on va se qualifier pour la Coupe du Monde du Qatar. Ouais. Et les gens l'ont un peu regardé parce qu'ils ont dit, ok, son palmarès, ce qu'il a fait, c'est bien beau avec les filles parce qu'avant ça, il a surtout entraîné des équipes féminines, que ça soit en Nouvelle-Zélande et au Canada. Il a eu des super résultats, surtout avec l'équipe canadienne. Il les a fait gagner pas mal de trophées, mais ils étaient là genre, ok, on va voir parce que tu arrives dans ta conférence de presse, l'équipe canadienne, je crois qu'à cette époque-là, elle était au classement FIFA autour de la 80e place. Ils perdaient des matchs contre des équipes mineures en Amérique du Nord, que ça soit lors de la Gold Cup ou lors des qualifications pour les autres Coupes du Monde. Donc ils ont dit, ouais, on va vraiment voir ce qui se passe. Et écoute, depuis qu'il est arrivé, il a réussi à former un groupe, une mentalité. Il y a l'histoire ils ont une épée où dessus il a mis 2 messages dessus. Donc ils ont une épée, tu sais, médiévale. Et l'histoire, ils ont réussi à créer une histoire avec cette fameuse épée en disant, écoutez les gars, on va aller jusqu'à la Coupe du Monde et tout. C'est vraiment, je veux brotherhood, je veux vraiment l'esprit de fraternité, entre frères et tout. Et il a réussi à mettre cette cohésion avec les anciens comme le gardien du Canada qui est là depuis je sais plus combien d'années, Milan Borjan qui a 35-36 ans. T'as des autres, t'as aussi Steven Vittoria qui est là aussi, et bien sûr le fameux capitaine Hutchinson qui est le plus ancien et le plus capé de cette sélection. Et puis les jeunes qui sont arrivés comme Ismaël Koné, un des futurs de cette équipe, Buchanan et les autres. Et il a réussi vraiment à former un groupe autour d'un même esprit. Et après, quand on parle Canada, bien sûr, il y a aussi le côté immigration. La plupart de ces joueurs, ou en tout cas les plus capés, ou ceux qui sont vraiment historiques, ils viennent d'autres pays comme Borjan, je te l'ai dit, il vient de l'ex-Yougoslavie. C'est un peu, chaque fois qu'il est interviewé, il dit que c'est un peu pour rendre hommage au Canada qui l'a accueilli avec sa famille lorsqu'il y avait les conflits en ex-Yougoslavie et tout. Donc pas mal de joueurs comme ça, ils veulent aussi redonner un peu au Canada ce que le Canada leur a donné au niveau des papiers et de l'immigration. Donc t'as aussi ce côté-là de vraiment tout donner sur le terrain
pour le Canada, un pays qui leur a ouvert les portes il y a des années de ça, quoi. Ouais, et d'ailleurs, on avait aussi, il me semble, entendu Eustáquio, qui est d'origine Portugaise, et exactement. qui lui disait que c'était le meilleur choix qu'il avait pu faire dans sa vie de footballeur que de rejoindre le Canada. Donc clairement, c'est clair qu'on sent qu'il y a un groupe qui vit bien et le coach a l'air d'avoir permis cette cohésion. Si tu as commencé un petit peu à le faire, mais au niveau des joueurs un petit peu à suivre, en dehors de forcément de Jonathan David ou d'Alphonso Davies, c'est qui un petit peu les joueurs à suivre sur cette compète qui peuvent se révéler au grand jour? Bah écoute, je l'ai un peu dit en intro, t'en as deux pour moi. Bien sûr, il y a Buchanan qui pour moi, je le suis depuis qu'il était au Patriot, New England Patriot, ouais c'est ça, New England Revolution, pardon. Patriot, c'est l'équipe de NFL qui jouait en MLS, et il a signé il y a quelques temps de cela à Bruges. Donc il a fait quelques apparitions bien sûr dans le championnat belge et en Ligue des Champions. Et pour moi, c'est joueur technique, c'est incroyable. Et il joue sur une aile, et je pense que ça va être une des révélations. Je sais pas s'il sera titulaire, mais en tout cas quand il va rentrer en jeu, je pense que ça va être vraiment beau à voir sur le côté. Il peut vraiment mettre un impact assez important avec sa pointe de vitesse et au niveau technique. Et bien sûr, il y a notre ami Ismaël Koné, je passe le bonjour à Kevin de FlexScout qui arrête pas d'en parler sur Twitter, du club de CF Montréal, qui lui aussi, on l'a vu lors du dernier match amical qu'ils ont joué contre le Bahreïn, où ils ont fait un match nul contre eux, mais c'était que des joueurs de MLS. Il y avait pas toute l'artillerie des joueurs européens. Et écoute, c'est un joueur qui peut jouer numéro 10, qui peut jouer numéro 8 au milieu de terrain. Il a un bagage technique, et au niveau aussi du cardio, c'est assez impressionnant. Et c'est fou parce que comme il a commencé amateur il y a même pas 2 ans, il est encore amateur. Il signe au CF Montréal, donc le club de foot de Montréal, qui joue en MLS. Et en même temps, dans la même année, il se fait sélectionner pour les premiers matchs avec l'équipe nationale du Canada. Donc, il a connu 2 dernières années impressionnantes, quoi. Donc lui, on le prédit aussi un grand avenir. Il y a déjà des clubs de première ligue qui sont sur lui pour le prochain mercato. Et je pense que la Coupe du Monde, ça va être une super vitrine pour lui, quoi. Ah OK. Ouais, c'est vrai que ce Ismaël Koné, j'en ai un petit peu entendu parler, notamment effectivement par Kevin Nieto qui ne cesse d'en parler. Mais du coup, donc voilà, on a des cadres historiques, on a des jeunes qui peuvent, voilà, se dévoiler un peu plus. Au Canada, tu m'as dit que ça commençait un petit peu voilà, on commençait un petit peu à sentir la ferveur, autour de cette équipe. Quelles sont les ambitions réellement de la sélection canadienne? Qu'est-ce qu'attend le peuple canadien, dans un groupe qui quand même paraît plutôt ouvert? Écoute, après, il y a eu une interview il y a pas longtemps de Buchanan qui disait, lui, il y va pour gagner la Coupe du Monde. Oui, comme tout compétiteur, pourquoi pas? Je dis, tu sais, pourquoi pas? Quand t'es compétiteur, tu veux aller jusqu'au bout, surtout le Canada tu sais pas s'ils vont en faire encore beaucoup d'autres des Coupes du Monde. Après, c'est sûr, dans 4 ans, il y en a une qui est entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, mais tu sais pas de quoi est fait demain. Donc je comprends qu'ils soient vraiment compétiteurs et qu'ils veuillent aller au bout. Après, moi, je dis, s'ils arrivent à finir 2e du groupe ou même voire 3e, ça sera déjà super. Parce que c'est vrai que le groupe est quand même assez musclé. T'as la Croatie qui est vice-championne du monde. Dedans, t'as un Modric qui va faire sa dernière compétition normalement, donc il va tout donner. T'as des jeunes joueurs croates aussi qui sont là pour se montrer, et autres. T'as bien sûr le Maroc qui peut être aussi un épouvantail parce qu'ils ont des super joueurs. Après, il y a il y a Amin Harit qui s'est blessé, même s'il était peut-être pas titulaire pour cette équipe, il allait apporter, mais ça reste quand même une grosse équipe. Après le Maroc, ils ont perdu Vaïd il y a 3 mois, donc je sais pas la cohésion en 3 mois que tu peux avoir pour un groupe, pour une telle Coupe du Monde, pour une telle compétition. Et puis après t'as la Belgique, pareil, un peu vieillissant. J'ai vu les joueurs qui vont y aller au niveau défensif. Donc là, il y aura peut-être quelque chose à faire pour le Canada qui a des vitesses avec de tels joueurs comme Joe David et bien sûr Alphonso Davies, Buchanan, Koné et autres. Donc tu sais pas ce que ça peut faire, même si pour moi la Belgique reste avec la Croatie les 2 équipes qui doivent normalement passer ce groupe-là. Mais il y a toujours des surprises dans cette Coupe du Monde qui en plus va être en hiver. Est-ce que les joueurs vont être frais? Ils ont fait énormément de matchs et tout. Le Canada va jouer un dernier match amical d'ailleurs dans 3 jours, le 17 novembre contre le Japon.
Donc je pense que là ça va être super à voir parce que ils vont jouer comme une belle équipe du Japon aussi, qui peut être une surprise dans cette Coupe du Monde. Et puis là ils vont avoir les 26 joueurs qui doivent aller au Qatar, qui seront là-bas. Donc je pense que ça va être un super test match dans 3 jours. Mais comme je l'ai dit, s'ils finissent deuxième, waouh, super, même troisième, et puis quatrième, bah c'est pas grave, ça faisait 36 ans qu'ils étaient pas là, ils reviennent dans une compétition, mais vu qu'ils ont fini premier de leur groupe en qualification devant le Mexique et les États-Unis, je pense que tu peux quand même te donner des objectifs en te disant, tu sais quoi, si on arrive à passer le premier tour, l'objectif est rempli, quoi. Ouais, c'est clair. Surtout que, bon, comme tu l'as dit, il y a en ligne de mire la Coupe du Monde qui est organisée à la maison. Bah, Donc forcément, c'est peut-être l'occasion voilà, de se tester dans une grande compète et pour espérer faire mieux dans 4 ans. c'est ça. Ok, bah écoute, Rod, je te remercie grandement pour toutes ces informations. C'était super intéressant. Je vous invite tous d'ailleurs à aller checker ces réseaux. On vous mettra tout en description, etc. Et je te remercie encore pour ton temps et je te souhaite une agréable soirée. Bah, merci à toi aussi, Bilal, et puis on verra ce que fait le Canada, quoi. Ciao! Yes, on leur souhaite le meilleur évidemment. Allez, ciao! On a l'air tous d'être assez excités par cette équipe au mondial. J'en place une pour Jonathan David, malgré mon amour lensois. Je trouve que c'est un attaquant, honnêtement, vraiment très, très, très fort. Je suis ravi d'ailleurs qu'il joue en championnat de France et qu'on continue à le voir jouer tous les week-ends. Donc, je suis très impatient de les voir jouer. Je te propose que nous passions à la troisième équipe de ce groupe, qui est une équipe coup de cœur également pour moi, qui est le Maroc. J'aime énormément cette équipe. J'aime beaucoup de joueurs qui la composent, notamment son gardien, qui est assez spectaculaire. Alors même s'il est un peu moins mis en avant en ce moment à cause des performances de son club, je trouve qu'il est assez exceptionnel quand il veut. Du coup, je suis assez excité par voir cette équipe du Maroc. Val, qu'est-ce que tu en penses? Alors sur l'aspect sportif, il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Il y aura aussi beaucoup de choses à dire sur l'aspect géopolitique. Je sais que Jean-Baptiste Guégan nous réservera une chronique spéciale là-dessus, sur le Maroc et sa politique, politique géopolitique, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'il y a une vraie stratégie sportive et internationale derrière tout ça. Donc ça va être intéressant d'en parler et on laissera JB le faire, et on va aussi laisser un autre expert s'occuper du sportif, qui est Amine El Amiri, qui est journaliste aussi au Maroc et qui nous a raconté un petit peu les forces et faiblesses de cette sélection. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, on a interrogé un spécialiste du football marocain en la personne d'Amine El Amiri qui est avec moi. Comment ça va, Amine? Salut Thomas, ça va, super. Merci pour l'invitation. Eh ben, vraiment merci d'être avec nous et on va avoir besoin de tes éclaircissements sur la sélection marocaine. Alors la première chose que je vais te demander, c'est est-ce que tu peux nous parler un peu de cette équipe? Le Maroc, c'est une équipe que nous, vu d'ici, on voit toujours assez joueuse. Je te cache pas qu'il y a un peu d'engouement autour de cette sélection parce qu'il y a des joueurs qu'on connaît avec des joueurs d'assez bon niveau. On sait que vous avez fini le cycle coach Vahid là récemment avec l'arrivée de Walid Redragui, qui ancien joueur de Ligue 1, donc on connaît un peu ici. Qu'est-ce que tu penses toi de cette sélection? Est-ce que tu veux nous en parler? Quel est le souffle autour de cette sélection pour la Coupe du Monde? Bah, tout d'abord, c'est une équipe qui a un peu plus d'expérience par rapport à celle qui a joué en 2018. Forcément, quand on joue deux Coupes du Monde de suite et avec un quart de finale de CAN entre les deux, je pense que il y a un esprit qui se forge. Surtout que après la Coupe du Monde, il y a eu quand même le départ. Enfin, un an après la Coupe du Monde, il y a eu le départ de cadres comme Mehdi Benatia, Karim Ahmedi, Bark Boussoufa, etc. Et voilà, il y a eu la reconstruction avec Vahid, mais là, il y a une équipe assez confirmée, assez expérimentée, qui fait le mélange un peu de profils comme Romain Seyss, comme Yassine Bounou, des gars de la trentaine, quoi, et d'autres joueurs qui sont un peu plus jeunes, beaucoup plus jeunes parfois aussi, comme Hakimi, même s'il a beaucoup d'expérience, comme Noussair Mazraoui, le latéral du Bayern,
Sofiane Amrabat, même s'il joue aussi sa deuxième Coupe du Monde. Donc je pense que c'est une équipe beaucoup plus expérimentée et ça c'est très très important quand on joue à ce niveau-là du foot. Les matchs se décident au détail et dans ce jeu-là, je pense que le Maroc a gagné beaucoup en maturité. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, elle est plus mature. Enfin, je pense notamment, tu vois, lorsque tu parles de Mazraoui ou Hakimi, je trouve que c'est des joueurs qui ont passé vraiment un palier ces dernières années. Là, on voit le retour d'Hakim Ziyech. Je te cache pas que ça a fait un peu de bruit vu d'ici parce que il a quasi, j'imagine, le statut de star. Comment est-ce qu'il est vécu son retour là ici? Est-ce que on sait qu'il y avait un certain climat d'injustice par moment autour de sa non-sélection? Vous le percevez comment là, ce retour d'Hakim Ziyech qui peut être un peu le facteur X de votre équipe? C'est un dilemme en fait. C'est un dilemme parce que dans une sélection nationale, pour moi, l'institution doit primer toujours avant les joueurs, avant les composantes en général, que ce soit dirigeants, sélectionneurs ou joueurs ou membres du staff, etc. Pour moi, c'est une notion qui ne devrait pas se perdre. Et là, il s'est perdu un peu avec Hakim Ziyech parce que on a plutôt fait pencher la balance de son côté que du côté du sélectionneur. Même avant son départ, même avant l'éviction de Vahid, il y avait cette espèce d'intervention constante, cette pression de la part du public sur les réseaux sociaux surtout et de la part de quelques médias et même de dirigeants, parce que derrière, il y a aussi le président de la fédération qui a fait des déclarations un peu dérangeantes pour moi parce qu'il n'y avait pas de cohésion. Euh, Maintenant, Ziyech, dans sa forme actuelle, ce n'est pas au top parce qu'il Ouais, il joue joue très pas, peu, il effectivement. joue très peu et c'est quelqu'un, mais c'est quelqu'un en même temps qui est le magicien. Il porte un surnom de magicien, c'est pas pour rien. Ouais. C'est au bout d'un match, il va pas faire les 10 kilomètres, il va pas se replier à chaque fois, mais d'un coup de magie, il va te sortir un enroulé du pied gauche qui va débloquer une situation. Et Et c'est là le dilemme du football moderne, en fait. C'est que les stars font beaucoup trop la différence par rapport au groupe. ouais. Et dans le groupe, tu penses que ça peut poser problème son retour ou bien ça a été plutôt bien vécu par le reste de l'équipe? Non, Ziyech, c'est quelqu'un de réservé, c'est pas quelqu'un de très extroverti, on va dire, dans un groupe. Donc, c'est pas quelqu'un qui va marquer de son retour en arrivant, en criant dans la vestiaire, etc. Donc, je pense que le groupe a assez assimilé son retour. Je pense qu'il y a même des joueurs contents qui soient revenus. Ok. Peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui n'ont pas, qui ont préféré être du côté du sélectionneur. Mais ce qui est sûr, c'est que, par exemple, dans le groupe, il y a très peu ou pas du tout de joueurs qui ont eu un message, par exemple, d'adieu pour Vahid Halilovic. D'accord. Donc, ça donne un petit peu l'idée d'un groupe qui était sous contrôle, mais qui n'était pas en cohésion. Et ça, c'est une grosse différence. Ok, je comprends. Walid Redraghi, c'est quoi son système de jeu, lui? Qu'est-ce qu'il privilégie comment est-ce qu'on imagine tactiquement le Maroc à cette Coupe du Monde? Comment est-ce qu'elle va s'appréhender tactiquement pour aller chercher en termes d'objectifs où est-ce qu'on est et en termes de tactique où est-ce qu'on en est au Maroc pour cette Coupe du Monde? Écoute, on a presque tout essayé avec Vahid, y compris une défense à 3. Et franchement, ça n'a pas vraiment marché parce que tu l'as dit au début, le joueur marocain et maghrébin en général, il aime dribbler, il adore ça. Il aime donner du spectacle, il aime aller de l'avant, parfois au dépens du score. Mais je pense que l'une des qualités de Walid, c'est de savoir s'adapter. Moi, je l'ai vraiment suivi ces 2 dernières années, surtout la dernière année avec le Wydad, où il remporte la Ligue des Champions avec un effectif réduit parce qu'ils ont été interdits de mercato hivernal. Et donc, c'est quelqu'un qui s'adapte beaucoup. Je l'ai vu jouer principalement avec une défense à 4, avec une sentinelle et 3 milieux à l'animation. Mais c'est quelqu'un qui s'adapte beaucoup, qui joue beaucoup, aussi bien en défense, bien sûr, parce qu'il faut assurer, mais qui sait très bien former une équipe qui va se projeter très vite en transition, en rupture très vite vers l'avant. Et je pense qu'il a les profils pour ça, parce il a Hakimi, la paire Hakimi Ziyech sur la droite, et la paire Mazraoui et Bouffel sur la gauche. Donc là, pour la transition et pour le passage dans l'autre moitié de terrain, voire dans les 30 mètres, les 30 derniers mètres, ça va être très rapide.
Après, la difficulté, ça va être dans contenir le bloc, faire le repli, la plongée de la sentinelle entre les deux défenseurs centraux ou la projection vers l'avant. Il y a beaucoup de travail et surtout beaucoup de rigueur. Moi, je pense que ça va être très très difficile face à la Croatie, surtout au premier match. Ouais. Et toi, toi d'ailleurs, et je te fais un peu l'écho de ce qu'on pense au Maroc, mais où est-ce qu'on la voit aller, cette équipe du Maroc qui a des réels espoirs de passer le premier tour? Je dirais des espoirs un peu réalistes. En 2018, on était parti un peu la fleur au fusil et avec beaucoup trop d'ambition, peut-être, parce qu'on était tombé dans un groupe avec l'Espagne, le Portugal et l'Iran. Ouais, c'est ça, c'est que vous aviez Et un on groupe qui jouait était relevé, l'Iran hein. au début. Voilà, exactement. Et tout le monde, mais pas tout le monde, mais la majorité pensait à tort que l'Iran était l'obstacle franchissable du groupe, alors que c'était pas du tout le cas. Donc je pense les gens sont beaucoup plus posés et je pense que c'est une culture qui se crée quand on est un peu plus protagoniste, quand on arrive beaucoup plus au tournoi majeur. C'est que les gens commencent à avoir, à préconiser, on va dire, la rationalité sur l'émotion. C'est réaliste, mais en même temps, on sait très bien que en face, on a le deuxième et le troisième de la dernière Coupe du Monde et le Canada qui a remporté son groupe CONCACAF. Donc, il y a des espoirs, très légitimes d'ailleurs, mais ce n'est pas, on va pas dans l'excès de confiance ou dans, le, dans, le, dans une ambiance, on va dire, beaucoup trop optimiste. Ok. Et est-ce que tu as des petits joueurs que nous, on ne connaîtrait pas forcément ici, qui te paraissent particulièrement intéressants à suivre, là, pendant cette Coupe du Monde, ou bien des révélations annoncées Je pense qu'au niveau du 11 titulaire, ce sont presque tous des joueurs confirmés du top niveau européen. Je pense à Bruno, par exemple, qui a été Zamora en Espagne l'année dernière, meilleur gardien. Ouais. Je pense à Saïs, à Aguerd, par exemple, qui est passé par Rennes, qui est maintenant à West Ham, mais qui a pu heureusement retrouver un peu la compétition avant la Coupe du Monde. Hakimi, Mazraoui, pareil. Sofiane Amrabat à la Fiorentina, il a fait un début de saison fou avec la Viola. Bouffal aussi, Ziyech. Le doute qui reste, c'est la pointe. Est-ce que Youssouf Nseri, dans sa méforme actuelle, est capable de marquer, surtout, très gros joueur parce que aussi. c'est le plus important, oui. Mais son apport aussi, c'est dramatique pour lui, parce que c'est quelqu'un de très généreux. Il presse beaucoup sur la défense adverse, etc. Moi, je pense que les pépites, elles sont dans le bon touche. Ok. Alors, tout d'abord, il y a Abdessamad Zelzouli, Abdé, le joueur de Barça prêté à Osasuna. S'il est bien remis physiquement, je peux te dire, Thomas, ça va dribbler. Écoute, je le note. Ça va déborder sur le côté gauche. Je le note comme ça, je pourrais faire croire que c'est moi qui l'ai repéré avant tout le monde. C'est pas grave, on partagera après. Merci, c'est gentil. Il y a Abdelhamid Sabiri, joueur formé en Allemagne, qui est passé par Huddersfield, mais qui joue maintenant à la Sampdoria. D'accord. C'est un joueur qui a une qualité rare, c'est d'aller de l'avant au milieu, au centre du jeu. Okay. C'est quelqu'un qui a cette vision et qui a une frappe excellente du pied droit. Il l'a montré en match amical face au Chili en septembre. Il y a Ilyes Chahir qui joue pour Queen's Park Rangers en Championship. Ouais. Qui est très très bon aussi dans la rupture, qui est un box-to-box, mais de petite taille, donc un peu plus technicien qu'un box-to-box normal. Ok. Et voilà, je pense aussi à Salim Amellah qui pourrait partir titulaire, qui joue au Standard de Liège, même s'il il est pas en bon rapport avec les Rouges cette année, donc il est un peu écarté du groupe professionnel, mais qui a joué quelques matchs. Et voilà, donc je pense que ça va être ça, les grands noms surprises, on va dire. Écoute, Amine, je les ai tous notés et comme je t'ai dit, j'hésiterai pas à me hyper un peu en faisant croire que c'est mes découvertes. Amine, merci beaucoup pour ce petit tour d'horizon. Merci d'avoir répondu à ces questions et du coup de participer à nos previews de 11e art. Merci à toi, Thomas. Ça fait plaisir et j'espère bonne Coupe du Monde. Merci beaucoup, toi aussi. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger vite et puis on se dit à bientôt. À bientôt, ciao.
groupe, c'est la 4e, finaliste contre la France au dernier mondial. C'est pareil, je vais la qualifier d'équipe un peu incertaine. J'ai l'impression qu'ils performent moins régulièrement qu'avant. Leur ossature a changé. Il y a quelques joueurs cadres qui sont nettement moins forts qu'il y a 4 ans. Je veux parler de la Croatie. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, j'avais exactement la même impression que toi, peut-être parce qu'on suit ça de loin. Mais Cédric de l'Actu Foot croate, qu'on avait déjà rencontré l'année dernière pour l'Euro, m'a fait complètement changer d'avis sur cette équipe. Puisque depuis environ un an, la Croatie connaît un vrai renouveau dans son effectif, notamment via l'impulsion de Zlatko Dalic, son entraîneur. Et il se pourrait, moi j'ai été vachement hypé en tout cas, et quand on voit les derniers résultats, il y a de quoi l'être, que ce soit encore une fois une des grosses surprises de cette compétition. Alors il faut peut-être qu'on arrête de l'appeler grosse surprise, parce qu'à chaque fois ils font des finales et des demi-finales, mais voilà, ça peut être un peu l'équipe surprise de cette compétition, et moi je les vois bien sortir en tête de cette phase de poule aussi. Pour cette preview croate, je suis accompagné de Cédric qu'on avait déjà reçu l'année dernière pour notre preview pendant l'Euro 2021. Comment ça va, Cédric ? Eh ben, salut Valentin, ça va très bien. La Coupe du Monde approche, donc forcément, on est un peu tout excité, quoi. Bah oui, c'est sûr, on est tous un petit peu dans ce cas, ça monte tout doucement en pression. Alors, la sélection croate, on les a laissés en termes de Coupe du Monde, évidemment, la dernière fois sur une finale perdue contre la France. On les a revus, évidemment, à l'Euro l'année dernière. Comment est-ce qu'on peut juger un peu l'évolution de cette équipe depuis 4-5 ans ? Eh ben, depuis 2018, c'est vrai qu'on entend un petit peu, on va dire, dans l'opinion générale que la Croatie arrive, avec une équipe vieillissante, une équipe, qui a pas encore trouvé, vraiment des remplaçants, parce que forcément, il y a toujours Modric notamment, il y a toujours Perisic, et il y a toujours, Brozovic. Et en fait, on se rend compte que dans la dernière liste, finalement, en tant que titulaire, il y a plus que 3 joueurs qui étaient là en 2018 dans l'équipe type. Ce qui montre qu'il y a eu quand même des gros changements en 4 ans. Ça a été un petit peu compliqué parce que les changements de génération, surtout de génération gagnante, parfois ça fait des résultats un petit peu décevants. On l'a vu, l'Euro, il y a 2 ans a été un peu moyen, hein. Finalement, il y a eu un 8e et heureusement, ça a permis de sauver un petit peu tout ça. Mais là, il y a un vrai changement de génération qui s'applique depuis 2 ans, en fait, et surtout pendant cette Ligue des Nations. Et aujourd'hui, voilà, je pense qu'on peut même le dire. Alors peut-être pas sur l'expérience, ça c'est sûr, mais sur le talent, l'équipe qui arrive au Qatar a l'air d'être plus forte que celle de 2018. Du coup, après cette dernière phrase choc, C'est un peu le banger de ce podcast, là. après cette dernière phrase choc, du coup, je suis obligé de te poser la question. Alors, on va évidemment rentrer un petit peu plus dans le détail de la liste tout à l'heure, mais quels sont les objectifs du coup de la Croatie, puisque si elle est encore plus forte que lorsqu'elle était finaliste la dernière fois, techniquement, l'objectif suivant, c'est de gagner la compète. Alors, franchement, qu'ils soient allés en finale en 2018, ça reste quand même peu une surprise, hein. Je ne vais pas cacher que personne s'y attendait. Et c'est aussi les résultats, la dynamique qui ont fait qu'ils sont allés au bout. Et clairement, je ne vais pas dire que cette année, la victoire en Coupe du Monde, ce n'est pas le cas non plus. L'objectif, c'est. Enfin, il n'y a jamais vraiment d'objectif fixé en termes finalement jusqu'où il faut arriver dans le tournoi. C'est toujours de bien figurer, d'aller le plus loin possible. Mais je pense que clairement, vu l'enthousiasme vraiment qu'il y a autour de l'équipe et vu la dynamique récente, arriver au moins en quart serait synonyme du Coupe du Monde réussi. On va s'intéresser évidemment un petit peu à l'équipe et notamment à l'entraîneur aussi, ce qui est important, qui est toujours Zlatko Dalic, l'entraîneur qui était déjà là en 2018, qui est là depuis un bon bout de temps, si je ne dis pas de bêtises. On en avait parlé un petit peu l'année dernière. Il me semble que tu nous avais dit que l'impression générale par rapport à Zlatko Dalic était un peu mitigée. Après cet Euro 2021 et cette nouvelle génération qui est arrivée depuis un an, quelle est l'opinion autour de cet entraîneur en Croatie ? Eh ben exactement, l'Euro a été un peu compliqué, il y avait un peu des problèmes dans le groupe aussi, on avait l'impression que Dalic était plus trop capable de gérer l'ancienne génération avec les nouveaux, il y avait plus du tout d'inventivité ou de
ou de capacité tactique à changer les choses, ce qui avait beaucoup frustré pendant l'Euro. Et même lui avait eu des propositions, notamment venant d'Asie pour coacher une autre sélection. Et puis, donc finalement, après les éliminatoires, l'avis général par rapport à Delic était assez négatif encore. Donc beaucoup de doutes à ce moment-là. Il a tenté à la reprise en mars dernier. Il y avait 2 matchs amicaux qui ont été joués au Qatar, justement, contre la Slovénie et la Bulgarie. Et là, il a voulu jouer en 3-5-2, le fameux 3-5-2. Et donc ce 3-5-2 avait donné un petit peu de nouveauté. Lui-même disait que c'était la formation qui allait être mise en place, en tout cas contre les grosses équipes. Et puis il s'avère que la Ligue des Nations, donc elle a démarré en juin dernier, finalement il est revenu à la compo classique, en tout cas au système classique, et au deuxième match donc contre le Danemark, ça s'est infiniment bien passé. Et finalement, alors c'est toujours pareil, il y a toujours parfois cette part un peu avec l'équipe de Croatie un peu mystique, un peu incompréhensible, où d'un match à l'autre, tout peut changer, ou en tout cas, on peut très vite changer d'avis aussi sur ce qui se passe dans la sélection. Et là, ils ont sorti un match assez extraordinaire. Et depuis, en revenant pourtant à ce schéma de jeu classique, mais juste en trouvant finalement la bonne compo de joueurs, en reformant une nouvelle défense, il y a eu comme un vrai déclic. Et tout simplement, on n'a pas vu la Croatie jouer aussi bien vraiment dans le jeu depuis l'équipe de Bilic en 2007. Et donc, finalement, Dalic a réussi, a priori, à inverser la tendance en trouvant finalement les joueurs et en réinstaurant dans l'équipe une dynamique et surtout une atmosphère, une ambiance hyper positive là. Je pense vraiment depuis 2008, on n'a jamais vu une équipe aussi prête et aussi préparée finalement pour un tournoi international. Ouais, ça donne envie de suivre un petit peu cette équipe. Et du coup, on va parler un petit peu des joueurs, évidemment. Le baroud d'honneur de Luka Modric, évidemment. Mais est-ce que tu peux nous parler des autres postes clés? Il y a évidemment Marcelo Brozovic qui Ouais. cartonne à l'Inter. Mais est-ce que tu peux nous parler peut-être des joueurs un petit peu moins connus qui restent quand même des valeurs sûres? Là où je voudrais mettre peut-être le point, parler surtout de la défense, qui était quand même le point faible un peu historique de la sélection depuis longtemps, même depuis 98, j'ai envie de dire, où justement, là, il y avait cette défense Vida, Lovren, notamment charnière centrale, voilà, d'expérience, mais qui était quand même pas l'assurance tout risque et qui était clairement vieillissante, surtout Vida, qu'on se le dise, là, il est dans le groupe, mais plus pour mettre les disques, on va dire, même si maintenant on met moins de disques comme musique. Mais il y a un petit peu de ça. Et en fait, les absences, notamment en Ligue des Nations, celle de Tchaleta-Tsar, celle de Gvardiol, ont obligé en fait Dalic à tenter vraiment de nouvelles choses. Et on s'est retrouvé avec une défense Erlich-Choutalo, Erlich de Sassuolo, et Choutalo, donc défenseur central du Dynamo, 2 joueurs très jeunes, hein. Erlich, 24 ans et surtout Choutalo, 22 ans. Et il s'avère qu'ils ont fait une performance vraiment dingue, qui a impressionné énormément de monde et surtout avec leur peu d'expérience internationale. Et tout simplement, c'est des joueurs qui se sont imposés directement. Ils ont rejoué ensuite en Ligue des Nations et ça a très bien marché. D'autant plus que c'est aussi ces défenseurs modernes, on va dire un peu moins à l'ancienne, comme peuvent être Lovren Vida, où ça va mettre des coups, ça va être pas forcément très technique. Et là, on se retrouve avec 2 défenseurs qui ont une vraie vision même technique, une vraie vision de jeu, avec un jeu assez propre aussi, pour faire des belles relances, pour aller au contact de manière peut-être un peu plus subtile aussi. Un vrai QI football finalement, qui correspond sans doute plus au football actuel. Et ça a été absolument bluffant de les voir, au point où aujourd'hui, Choutalo, grâce à cette Ligue des Nations, a pris une place de titulaire indiscutable, tout simplement, en défense centrale, aux côtés de Gvardiol, qui aussi, lui, monte vraiment en puissance. Donc là, il y a une défense absolument rajeunie, vraiment, j'insiste, très moderne dans sa façon de jouer et dans son approche du football. Et c'est devenu aujourd'hui plus un point faible en sélection. Et même, on a très envie de voir comment ces 2-là vont se débrouiller dans une grande compète comme le mondial, quoi. Et devant, du coup, on repart toujours sur les mêmes avec Perisic, je suppose, Kramaric? Alors, c'est sur Perisic, évidemment, indéboulonnable, hein, le fameux, j'aime bien utiliser l'expression de game changer parce
parce que c'est incroyable, hein, il est toujours là pour mettre la frappe, pour sauver l'équipe, pour faire le geste qui compte. Et on le voit aussi avec Tottenham, hein, encore cette année, il a beau même pas forcément jouer tous les matchs, quand il rentre, il va faire sa passe D, il va faire ce qu'il faut. C'est un joueur infiniment précieux et moi personnellement que j'adore beaucoup et qui en sélection, bah, il est vraiment toujours très très fort. Donc il est indéboulonnable. Maintenant, il y a, disons, il y a un peu il y a deux possibilités sur la droite. On aura soit, le coach aime beaucoup Pachalic parce que même si c'est pas forcément un joueur particulièrement fort dans un registre, c'est un joueur qui est hyper important dans le collectif, qui a lui aussi vraiment une super vision de jeu, un super apport dans un collectif justement. Et quand tu es bien accompagné autour, avec des joueurs quand même très techniques, ça marche très bien. Et a priori, c'est lui qui jouerait. Mais on a aussi Vlašić qui lui revient bien en forme avec le Torino et qui peut tout à fait, en tout cas dans l'équipe actuelle, jouer à droite. Donc c'est sans doute, c'est les deux joueurs qui se tireront la bourre, on va dire, pour jouer sur le fameux piston droit, quoi. L'autre petit point faible de l'équipe, c'est sans doute qu'il n'y a plus de vrais neufs après Mandžukić. Kramaric, qui n'arrive pas à s'imposer dans ce schéma tactique. C'est un joueur qui est à l'aise avec deux attaquants et c'est pas du tout comme la Croatie joue. Ça va un petit peu mieux depuis la fin des éliminatoires, mais c'est quand même pas un joueur assez performant par rapport, en tout cas, à ce qu'il fait à Hoffenheim. Donc là, aujourd'hui, en off, il y a eu Budimir qui a joué, on l'avait vu contre la France. Et Budimir, c'est un joueur quand même très limité dans son sens du but. On voit qu'il s'impose bien devant, il crée du déséquilibre, mais il se fait vraiment bousculer, il n'arrive pas à garder le ballon, il ne fait pas les actions déterminantes où il ne va pas marquer les buts qui vont changer le match. On a par contre Livaja qui est le meilleur buteur du championnat croate avec Hajduk. Livaja donc, qui était à l'Atalanta. Je ne sais pas si ça te parle, il y a encore quelques temps. Qui vraiment est très bon dans le championnat croate, qui met des buts avec la sélection quand il joue, qui a vraiment un rôle de pivot et qui peut faire la différence. Maintenant, au niveau Coupe du Monde, j'ai quelques doutes, mais pourquoi pas. Et moi, un joueur que j'aime beaucoup, c'est Bruno Petković. Je ne sais plus si j'en avais parlé la dernière fois, qui avait un peu disparu, qui est peut-être le joueur le plus nonchalant croate en activité, qui a un peu disparu des radars, qui jouait plus, qui a une attitude vraiment un peu de blasé du football. Et puis là, qui un peu d'un seul coup est revenu cette saison et qui est un joueur avec vraiment... alors c'est vrai que j'utilise beaucoup ce terme, mais moi, ça me marque beaucoup ces joueurs qui ont une vraie intelligence de jeu. Et là, Petković, là-dessus, c'est un joueur qui est très bon dos au but, capable de faire la petite passe, le petit mouvement, le petit changement de rythme. C'est pas un joueur rapide, c'est pas un pur buteur, mais il a un rôle d'équilibre dans une attaque. Mais voilà, pour te dire qu'il y a aussi des profils assez différents, des profils intéressants malgré tout. Mais il n'y en a pas un qui s'impose vraiment en off. Et en fait, ça dépendra beaucoup, je pense, des choix de Dalic et de l'équipe qu'il y aura en face. Du coup, si tu devais, parmi tous les joueurs que tu as cités, là, s'il y en a un que tu devais recommander de suivre en particulier, lequel ce serait? Peut-être. Moi, j'ai été un peu hypé par Soutalo, j'avoue, quand on a parlé. Oui, ce sera en effet Josip Soutalo, le défenseur du Dynamo, qui lui aussi vient un peu, pas de nulle part, mais qui est un peu éclos au très haut niveau d'un seul coup, même avec le Dynamo. Donc ouais, ce serait vraiment lui, je pense, en tout cas là, avant cette Coupe du Monde, qu'on peut mettre en avant. Et je me permets aussi de citer Borna Sosa de Stuttgart, qui va d'ailleurs sans nul doute partir dès après la Coupe du Monde. Stuttgart qui a besoin de liquidité. Beaucoup de gros clubs veulent le voir et c'est aujourd'hui un arrière-gauche absolument même fondamental en sélection. Et curieusement, je te cite beaucoup de défenseurs parce que c'est pas forcément une tradition dans le foot croate, mais c'est vrai que peut-être les joueurs les plus intéressants, en tout cas aujourd'hui, se trouvent en défense en Croatie, quoi. Génial. Merci beaucoup Cédric, en tout cas, d'avoir pris un petit peu de temps pour nous répondre. Avec grand plaisir. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour l'Euro 2024. Oui, carrément. Et puis même, je sais pas si la Ligue des Nations, il y a le dernier carré, il y a pas mal de... On va pouvoir parler de la Croatie normalement encore quelques fois au cours de l'année prochaine. Ok Val, on rentre dans la dernière partie de cette émission. Du coup, déjà merci à toi pour tous ces éclaircissements et pour les personnes que tu as pu rencontrer. Je remercie également Bilal qui a pu aller à la rencontre de notre expert canadien pour ce mondial, Rod Willem. Évidemment, je remercie également tous les gens qui se rendent disponibles pour nous éclairer sur chaque équipe de cette Coupe du Monde. C'est à chaque fois très intéressant. Val, je vais te poser la même question que j'ai posée à Zach la dernière fois pour le groupe D.
Et les adversaires de la France, c'était le groupe C, pardon, excusez-moi, petite C'est bien le erreur. groupe D, c'était bien le groupe D. C'est bien le groupe D, bah voilà, tu vois, je me confonds dans mes petites fiches et je suis toujours aux fiches car j'ai 84 ans. Du coup, Val, est-ce que tu peux me dire déjà quel est ton pronostic sur le classement à venir de ce groupe et ensuite quel est le joueur et seulement un joueur parmi les 4 équipes que tu aimerais suivre tout particulièrement dans ce groupe? Bon bah moi, à la différence de Zach, je vais mouiller un petit peu pour cette poule-là. Je l'ai un peu teasé dans mes annonces depuis tout à l'heure, mais je pense que la Croatie va sortir première de ce groupe. J'ai été très hypé. Alors ça se trouve, il va raconter n'importe quoi et à ce moment-là, on lui demandera des comptes. Mais j'ai été très hypé par ce que vient de nous raconter Cédric. Même si Et- je te déconseille quand même de demander des comptes à un Croate pour Ouais. quelque chose qui a si peu Il est d'importance. pas du tout mais- croate, il est pas du tout croate, il se la joue, j'ai un compte, etc. Mais il est pas du tout croate. Et je suis prêt à peut-être mettre une petite bille sur une des 2 équipes. Alors, je sais pas trop laquelle. J'ai peut-être envie d'avoir un petit penchant pour le Maroc, qui éliminerait, qui ferait sortir la Belgique de cette phase de poule. Donc, allez, pour le fun, je vais mettre le Maroc en 2, la Belgique en 3, qui va être une déception pour moi, et le Canada qui va pas réussir à s'emparer de cette hype immense. Mais après, je pourrais inverser le Canada et le Maroc. En fait, j'ai pas trop d'avis sur ces 2 équipes-là, mais je pense que la Belgique va un peu nous décevoir, et c'est pour ça que je voulais pas les mettre dans le top 2. Je vois. Et est-ce que tu as un joueur parmi Ouais. ces 4 équipes que tu as envie de suivre? Dans la continuité du petit risque que je viens de prendre, j'aimerais mettre en valeur le petit Soutalo, qui est le défenseur de la Croatie, qui sera aux côtés de Gvardiol, dont on a déjà beaucoup entendu parler et qui va probablement partir vers un grand club européen l'année prochaine, et qui semble être un défenseur très très solide. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce petit défenseur-là. Très bien. Eh ben, écoute, je vais faire à l'inverse de toi et mon vieil âge me permet de la jouer beaucoup plus prudente. Même si je suis d'accord avec toi, j'ai peur que la Belgique sorte. La Croatie, effectivement, devrait passer. Mais je vois quand même les Belges s'accrocher à la 2e place. Et concernant le joueur, moi, je vais suivre et je voulais annoncer Jonathan David. Je trouve que c'est un joueur exceptionnel. Je l'attends à un niveau bien plus haut et j'aimerais que cette Coupe du Monde lui donne l'occasion de montrer ce qu'il est capable de faire dans des contextes différents. Val, merci beaucoup. Merci à toi, Tom. Et on se retrouve demain, du coup, pour la preview du groupe G. Allez, à demain. Bonne soirée à tous.